Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau thème de géographie. Aujourd'hui, on va parler de la diversification des espaces et des acteurs de la production. Un thème important puisque si l'organisation des espaces productifs dans la mondialisation semblait bien arrêtée depuis le début des années 2000, avec des espaces de production et de consommation respectant les limites nord-sud, tout a été remis en cause avec l'émergence de nombreux États du Sud, devenus à leur tour des pôles de consommation et bénéficiant moins des avantages comparatifs. On va donc chercher aujourd'hui à comprendre comment la mondialisation recompose-t-elle les espaces productifs. Et avant toute chose, petite photographie de situation avec la géographie des espaces productifs. Et en toute logique, pour commencer, on va voir ceux qui sont d'abord au cœur de la mondialisation. Depuis la révolution industrielle qu'on a vue en histoire, trois pôles concentrent le gros de la production mondiale, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon. Ceux-ci se sont élargis depuis le début du XXIe siècle à l'Asie orientale dans son ensemble et aux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Dans ces espaces, cœur de l'économie mondiale, 5 pays concentrent 70% de la recherche mondiale et 10 pays 70% de la production industrielle, à commencer par les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On y trouve également les principales métropoles mondiales bénéficiant de puissantes places financières, d'infrastructures de recherche, d'universités et des quartiers d'affaires. Mais si les anciens centres industriels restent puissants, aujourd'hui la première puissance économique mondiale est bien la Chine, ancien pays atelier des grandes puissances et première puissance industrielle mondiale depuis 2013. C'est aussi sur le littoral chinois qu'on trouve Yangshan, premier port à conteneurs du monde. Position essentielle quand on sait que 80% des échanges de marchandises se font par voie maritime, aujourd'hui reliant les principales façades mondiales, l'Asie de l'Est, la Northern Range européenne et les façades Est et Ouest des États-Unis. Ces pôles sont reliés entre eux par des flux matériels et immatériels en forte augmentation avec l'accélération de la mondialisation. Les flux matériels, dont 65% de produits manufacturés, relient les pays producteurs en minerais, hydrocarbures et produits agricoles aux pays de transformation, les pays manufacturiers, et aux pays de consommation qui sont situés dans les trois aires de puissance. Depuis 1990, ces flux de marchandises ont ainsi été multipliés par 3,5. C'est donc des flux extrêmement majeurs aujourd'hui. En parallèle, les flux immatériels, les flux financiers et d'information, explosent également, en particulier depuis la création et la généralisation d'Internet. Via les câbles sous-marins et les data centers, les flux d'information et les flux financiers relient les grandes métropoles mondiales au sein de l'AMM, 10 bourses concentrant 80% de la capitalisation boursière mondiale. La mondialisation est donc avant tout un phénomène métropolitain, bien qu'elle se traduise par de nombreux investissements à l'étranger pour l'achat de matières premières ou la construction des filiales des FTN. En 2023, 1,3 milliard de dollars d'IDE dans le cadre de la NDIT ont ainsi été réalisés. Et comme vous pouvez le voir sur la carte ci-contre, ces flux concernent avant tout les trois aires de puissance. La mondialisation connecte donc les espaces productifs par un système de hubs and spokes, mettant en réseau ces pôles et leurs périphéries intégrées donc par des nœuds et des rayons. Mais si les aires de puissance constituent les principaux pôles de consommation et de production, à leur côté, le système productif des périphéries intégrées se développe de plus en plus. Ces pays fournissent des matières premières agricoles, minérales ou énergétiques dans la mondialisation, comme les pays pétroliers du Moyen-Orient où se situent les 2 tiers du pétrole mondial. On y trouve aussi une main-d'œuvre bon marché qui permet la délocalisation d'une partie des activités des pays industrialisés. Ainsi, les call centers francophones sont principalement au Maghreb, tandis que nombre de FTN font fabriquer à bas coût leurs produits manufacturés en Asie du Sud-Est et notamment au Bangladesh. C'est ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail, la NDIT, chaque territoire se spécialisant dans un type de production et une étape de la production dans le cadre de la mondialisation. Ainsi, pour fabriquer un jeu vidéo, si le siège social des entreprises est localisé aux États-Unis ou au Japon, là où on réalise la conception du jeu, le développement, la programmation et la production des jeux se fait plutôt dans des studios en Europe ou en Asie du Sud-Est, notamment à Pune en Inde, pour être ensuite vendu dans les aires de puissance, principaux pôles de consommation mondiaux.
Enfin, si certains espaces sont très intégrés à la mondialisation et à la DIPP, la division internationale du processus de production, ce n'est pas le cas de tous. Cette mondialisation se fait plutôt en archipel, hiérarchisant les territoires, intégrant les espaces productifs et laissant de côté les autres. D'une façon générale, on le sait, la mondialisation se fait avant tout dans les métropoles et sur les littoraux, les espaces intérieurs étant moins intégrés, comme c'est le cas par exemple pour la différence entre la Chine littorale et la Chine intérieure. Les PMA, les pays les moins avancés, avec des économies agricoles et vivrières, aux infrastructures peu développées, souffrant souvent d'instabilité politique, de sous-investissement, sont en retrait. Ils servent souvent de réservoirs de matières premières, de minerais, voire de pays ateliers, comme le Bangladesh, on l'a dit, mais participent encore peu à la mondialisation. Les zones grises, ces territoires non contrôlés par le pouvoir central d'un État, sont aussi à l'écart de la mondialisation officielle. Ce sont des territoires en guerre dominés par des groupes armés, des terroristes, des mafias ou encore des trafiquants de drogue, voire sous le contrôle de groupes séparatistes. Ils sont actifs dans une mondialisation totalement parallèle, comme c'est le cas au Sahel. Enfin, certains territoires restent enclavés, occupés par des populations indigènes au mode de vie traditionnel, en Amazonie, dans les archipels pacifiques ou en haute montagne himalayenne ou andine, ou de véritables déserts humains comme en Antarctique, qui eux captent une partie des flux touristiques, mais de manière marginale. À l'échelle locale, l'intégralité des métropoles n'est pas non plus pleinement intégrée. Certains bidonvilles sont de vrais espaces productifs, mais pas tous, et l'on retrouve également de nombreux SDF et clandestins au sein de l'archipel mégalopolitain mondial qui vivent à la marge. Voilà pour le tableau général, on va voir maintenant les nouvelles dynamiques de ces espaces productifs. La NDIT n'est en effet pas figée et on assiste à une recomposition et une diversification des espaces productifs dans la mondialisation. Cette recomposition est à la fois géographique, avec l'émergence de nouveaux espaces, mais aussi sectorielle. Avant l'industrialisation, l'agriculture était le premier secteur mondial et ce n'est que depuis le XXe siècle que l'industrie domine réellement le système productif mondial, ayant encore augmenté de 30% en valeur ces 10 dernières années. Le secteur industriel en lui-même s'est transformé pour faire la part belle au numérique depuis la révolution Internet. Cependant, l'élément le plus important, c'est que l'économie s'est tertiarisée depuis les années 70, les services et le tourisme occupant désormais une place essentielle. Les métropoles sont plus que jamais le cœur de l'économie mondiale grâce à leurs nombreuses fonctions de commandement et leur rôle de hub dans la mondialisation. On l'a vu tout à l'heure. Enfin, le développement du tourisme est à souligner puisque le nombre de touristes a augmenté par 3 en 25 ans, malgré la crise temporaire du Covid. D'autres espaces productifs tertiaires émergent ainsi, comme le bassin méditerranéen, les Caraïbes ou encore la mer de Chine pour le tourisme de croisière. Les espaces productifs se diversifient également. On voit apparaître de plus en plus de clusters à l'image de la Silicon Valley, véritable pôle industriel de l'innovation. Les pays en développement sont également de plus en plus intégrés à la NDIT, on y faisait déjà 43% du commerce mondial en 2017. Et si au début des années 2000 on parlait des dragons asiatiques pour parler de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Singapour, de Taïwan, force est de constater que ces derniers sont au cœur du système productif mondial aujourd'hui, tout comme les anciens bébés tigres, les pays d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie est même désormais un des grands émergents et l'un des principaux concurrents asiatiques à la Chine. Autre changement, les BRICS sont désormais les BRICS+, depuis 2024 et s'étendent à 10 membres avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran depuis le début de l'année, marquant la pleine intégration de ces territoires à la mondialisation. Enfin, côté Amérique latine, le développement des corridors de développement renforce l'intégration régionale et l'émergence de nouveaux territoires. Dernier point, de nouveaux espaces touristiques sont intégrés à l'économie mondiale. Avec 975 millions de touristes en 2023, les croisières en bénéficient et se développent désormais au Moyen-Orient mais aussi dans les régions polaires, soulevant de nouveaux risques et enjeux environnementaux. Mais ces espaces sont à la fois concurrents et complémentaires dans la mondialisation. Le but de chaque territoire est en effet de s'intégrer dans la mondialisation pour pouvoir se développer, ce qui implique de réussir à capter les flux idéeux de la mondialisation et donc de se démarquer. Les FTN recherchent ainsi à la fois des économies d'échelle et s'appuient sur les avantages comparatifs de chaque territoire pour construire leur stratégie d'implantation, cherchant un coût moindre des facteurs de production, le coût de la main-d'œuvre, les taxes, les normes, etc. Beaucoup de pays pratiquent ainsi le dumping social et le dumping fiscal.
La Chine, par exemple, a attiré de nombreux IDE grâce à l'ouverture des ZES, les zones économiques spéciales, en 1978, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, le successeur de Mao, permettant à Shenzhen de détenir aujourd'hui 50% des brevets internationaux. L'Irlande s'est aussi fortement développée dans les années 90-2000 en diminuant sa fiscalité sur les entreprises. Quant aux pays des Suds, ils s'appuient sur la main-d'œuvre bon marché et le prix du foncier peu élevé pour attirer les FTN. D'autres territoires s'appuient eux sur leurs aménités paysagères, la présence d'un littoral balnéaire, l'héliotropisme dans la Sunbelt américaine comme ici en Floride, ou encore la présence de stations de ski prestigieuses à proximité, comme c'est le cas dans les Alpes françaises. Enfin, sur le modèle de la Silicon Valley américaine, de nombreux clusters ont été créés en Inde, à Bangalore, à Dubaï, la Silicon Oasis ou même en France, Paris-Saclay, chacun étant spécialisé dans un domaine particulier. Un cluster, on le rappelle, c'est un réseau d'entreprises d'un même secteur sur un territoire donné, le plus souvent tourné vers l'innovation. Néanmoins, il ne faut pas se limiter à avoir des concurrences entre ces espaces productifs car ils sont aussi profondément complémentaires dans la mondialisation. La proximité d'espaces de recherche et de production, les technopoles, des clusters, favorise l'innovation. Les fonctions tertiaires supérieures, les sièges sociaux, les services financiers, sont localisés dans les plus grandes métropoles où se situent aussi les universités les plus prestigieuses. Enfin, de manière à rationaliser les coûts, on retrouve beaucoup d'industries lourdes à proximité même des espaces d'extraction de matières premières, et les grandes raffineries pétrolières sont le plus souvent construites dans des complexes industriels ou portuaires, dans les plus grands ports mondiaux, directement auprès des terminaux. On a donc une diversification croissante des espaces productifs dans le monde, qui fait qu'aujourd'hui on parle d'un monde multipolaire, y compris quand on parle de puissance économique, et qui va devenir de plus en plus multipolaire au fur et à mesure que les différents territoires émergent, développent leur production et s'intègrent dans la mondialisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller voir également celle sur les acteurs des différents espaces productifs qui est aussi essentielle pour ce chapitre. Et puis on se retrouvera très bientôt pour parler des espaces ruraux. Merci à vous.